En fait, je vais moins parler dans cette deuxième partie, mais je vais plus lire. Donc j'espère que ça ne va pas être trop désastreux pour vous, je suis désolé. Donc j'ai choisi 9 livres. Alors vous aurez saisi, après ce bref parcours historique, que épuisé, n'en parlons même pas, mais même approché, la puissance et la richesse des littératures antillaises en quelques dizaines de minutes comme ça un soir, c'est sans espoir. Donc j'ai vraiment choisi quelques livres que moi j'aime beaucoup, et je vais essayer de vous faire partager en fait pourquoi je pense qu'ils méritent un détour. Sachant qu'il y en a peut-être que évidemment vous connaissez déjà. Donc le premier, 1939, donc c'est le plus ancien des 9, donc qui est mondialement connu, c'est le Guyana Retour au pays natal de Aimé Césaire. Alors j'ai choisi un petit extrait à lire, donc c'est de la lecture de la poésie, donc soyez indulgents parce que c'est quand même quelque chose, de lire de la poésie quand on n'est pas spécialiste. Alors, j'ai fait exprès de choisir quand même un passage qui n'a pas été fait par Arthur H, qui a sorti l'année dernière un album qui, en dehors des albums de Julien Jacob qui sont là et que je vous encourage fortement à acheter avant de partir, à l'occasion, pensez à L'Or Noir, donc, de Arthur H, qui est la mise en musique d'un certain nombre de poèmes africain et antillais, et qui est assez somptueuse, mais qui sont de la récitation, mais de très haut niveau, avec la voix de Arthur H, qui se prête particulièrement bien aussi à ce genre de choses. Donc j'ai pas choisi le même extrait, parce que quand même... Voilà. Tiède petit matin de chaleur et de peur ancestrale, je tremble maintenant du commun tremblement que notre sang docile chante dans le madréport. Et ces têtards en moi éclos de mon ascendance prodigieuse, ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent en ces moindres recoins le pays de souffrance, ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement, ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestica et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattardissement. Tam-tam de main vide, tam-tam zinane de plaie sonore, tam-tam burlesque de trahison tabide. Tiède petit matin de chaleurs et de peurs ancestrales, par-dessus bord mes richesses pérégrines, par-dessus bord mes faussetés authentiques, mais quel étrange orgueil tout soudain m'illumine. Vienne le colibri, vienne l'épervier, vienne le bris de l'horizon, vienne le cynocéphale, vienne le lotus porteur du monde, vienne de dauphin une insurrection perlière brisant la coquille de la mer, vienne un plongeon d'île, vienne la disparition des jours de chair morte dans la chaux vive des rapaces, viennent les ovaires de l'eau où le futur agite ses petites têtes, viennent les loups qui pâturent dans les orifices sauvages du corps à l'heure où à l'auberge écliptique se rencontrent ma lune et ton soleil. Il y a sous la réserve de ma luette une bauge de sanglier. Il y a tes yeux qui sont sous la pierre grise du jour un conglomérat frémissant de coccinelles. Il y a dans le regard du désordre cette hirondelle de menthe et de genêt qui font pour toujours renaître dans le raz-de-marée de ta lumière. Calme et berce, ô ma parole, l'enfant qui ne sait pas que la carte du printemps est toujours à refaire. Les herbes balanceront pour le bétail, vaisseau doux de l'espoir. Le long geste d'alcool de la houle, les étoiles du chaton de leur bac jamais vu couperont les tuyaux de l'orgue de verre du soir, puis répandront sur l'extrémité riche de ma fatigue des ignas, des coriantes, et toi, veuille, astre de ton lumineux fondement, tirer lémurien du sperme insondable de l'homme, la forme non osée que le ventre tremblant de la femme porte tel un minerai. Voilà. Ça vous donne une idée du type de verbe, donc mal rendu, mais du verbe que peut utiliser Aimé Césaire, donc de la violence en fait qu'il y a dans ces paroles, donc extrêmement sophistiquées. C'est court, hein, c'est extrêmement puissant et percutant. Je pense que c'est un modèle d'écriture en fait pour énormément de choses, bien au-delà de la poésie. Alors, Maryse Condé, c'est beaucoup plus classique, donc j'en ai dit un mot tout à l'heure. Maryse Condé, donc, qui est une Guadeloupéenne qui a une carrière d'une grande longévité, hein, puisqu'elle a participé à cette période triomphante de la négritude dans les années 60, et elle produit toujours aujourd'hui. Elle a écrit très récemment, je crois l'année dernière, ses mémoires, que je n'ai pas encore lu, mais qui, paraît-il, sont vraiment très très intéressantes. Traversée de la mangrove, c'est un livre de 1989, donc c'est à peu près son milieu de carrière et de production. C'est un livre qui est étonnant, à la fois dans sa construction et dans ce qu'il dit. En fait, ça démarre par la mort en fait d'un type dans un village un peu paumé, hein, en Martinique.
justement dans la zone côtière au sud de Fort-de-France. Donc c'est un peu difficile d'accès, c'est un peu à l'écart. Et donc on retrouve une personne morte dans un chemin. Et en fait, l'ensemble du livre, c'est approcher qui était cette personne, sachant que c'était quelqu'un qui avait débarqué un an plus tôt, sorti un peu de nulle part dans le village, et que tout le monde se demandait qui c'était exactement. Et ce qu'a fait Maryse Condé, c'est que l'ensemble des personnages qui l'ont approché en fait pendant cette année, ou parmi eux, sont à la veillée funéraire, et de proche en proche en fait vont sous forme de monologue intérieur en fait à chaque fois se remémorer finalement ce que eux savaient du mort. Donc c'est passionnant parce que ça a un côté sans jamais dire son nom, ça a un vrai côté enquête policière et élucidation, c'est-à-dire qui c'était. Le lecteur est amené en plus à se demander, parce qu'on apprend rapidement des choses énormes, mais ça tout le monde le sait, c'est dès le départ, vous allez voir là, dans le petit extrait que je vais vous lire. Mais après on va se demander d'où va venir la lumière, qui finalement sait qui il était. Et donc à la fois vous voulez savoir qui il était, et je vous dis pas évidemment qui il était, mais il y a également par qui va venir l'information. Parmi tous ces personnages que l'on va croiser, qui détient la vérité s'il y en a une. Donc c'est vraiment une énigme quoi, ce livre. Quand la maison fut sur ses pieds, mais elle n'avait pas fière allure, et Marval le charpentier s'en moquait ouvertement, ce fut Moïse qui vint y dormir et y boire des nuits entières. Faut-il le dire, les méchants ricanèrent. Cette amitié-là avait sale odeur, et les deux hommes étaient des macoumés, pour sûr. Nombreux étaient ceux dans ce village, guère dévots, mais perdus au fin fond des bois, et de ce fait ignorants des vices courants dans les villes, qui n'avaient jamais vu de macoumés, à part Sirop Batterie qui s'habillait en femme les jours de carnaval à Petit-Bourg. Ils examinèrent les compères avec incrédulité. Moïse passe encore, mais Francis, il n'en avait pas l'air. Néanmoins, la plante malfaisante de cette médisance crut et fleurit dans le terreau du village, et ne s'étiola que lorsque éclata la nouvelle de l'affaire avec Mira. Un violeur de femmes peut-il en même temps être un macoumé? Peut-on avoir goût aux femmes et en même temps aux hommes? On en discute encore chez Christian à Rivière-au-Sel. Pourtant, ce qui dégoûta les habitants de Rivière-au-Sel et les monta contre Francis, ce ne furent pas ses douteuses relations avec Moïse. Ce ne fut même pas cette affaire de viol. Ce fut qu'il ne fit rien de ses 10 doigts. Traditionnellement, les gens de Rivière-au-Sel étaient des travailleurs du bois. Dans le temps, certains partaient à l'assaut des géants de la forêt dense. Ils vous couchaient et vous débitaient des aconats boucans, des bois radas ou des gommiers blancs en un tournement. D'autres excellaient à la construction et vous mettaient debout une charpente de bois rouge carapate. D'autres, enfin, qui se murmuraient leurs secrets de bouche de père à oreille de fils, les maîtres ébénistes, vous sculptaient des commodes d'acajou ou de bois de rose, des lits de courbaril et des guéridons de laurier rose, délicatement incrustés de magnolia. Ces jours-là ne sont plus, hélas, depuis que la Guadeloupe marâtre ne nourrit plus ses enfants et que tant d'entre eux se gèlent les pieds en région parisienne. Pourtant, là où ils sont, les fils de Rivière-au-Sel gardent la religion du travail. Dans les tristes officines ou les chaînes de montage automobile où ils peinent, ils se rappellent qui ils sont. Que faisait Francis? Il installa une table de bois blanc sur sa galerie, posa dessus une machine à écrire et s'assit derrière elle. Quand les gens, surpris et démangés par la curiosité, arrêtèrent la camionnette de Moïse pour lui demander ce qu'il faisait là, il s'entendit répondre que c'était écrivain. Écrivain? Qu'est-ce qu'un écrivain? La seule personne à qui on donnait ce titre était Lucien Évariste, et c'était en grande partie par moquerie, parce que depuis son retour de Paris, il ne perdait pas une occasion de raconter qu'il travaillait à un roman. Un écrivain, est-ce donc un fainéant, mais assis à l'ombre de sa galerie, fixant la crête des montagnes des heures durant pendant que les autres suent leur sueur sous le chaud soleil du bon Dieu? En même temps, Francis Sancher ne semblait manquer de rien. Chaque jour, des camions filaient à travers Rivière-au-Sel pour lui livrer un frigidaire, un téléviseur, une chaîne IFI. Le clou fut le jour où une voiture portant en caractère rouge l'inscription « Chenil Mazurel, animaux en tout genre » vrombit à travers le village, en plein midi, et livra les deux Doberman, alors guère plus gros que des chatons, mais déjà rapaces, avides de sang frais versé des bêtes innocentes, et les voisins durent renfermer leurs volailles dans la prison des basses-cours. C'est cela un écrivain? Allons donc. Les histoires les plus folles se mirent à circuler. En réalité, Francis Sancher aurait tué un homme dans son pays et aurait empoché son magot. Ce serait un trafiquant de drogue dure, un de ceux que la police, postée à Marie-Galante, recherchait en vain. Un trafiquant d'armes ravitaillant les guérillas d'Amérique latine. Personne n'apportant la moindre preuve à ces accusations, les esprits s'enfiévraient. Ce qui était sûr, c'est que les revenus de Francis Sancher étaient d'origine louche. Moïse ne prêtait aucune attention à ces horreurs que les gens se chuchotaient et ne prenait même pas la peine de les répéter à Francis Sancher. Celui-ci semblait ignorer en quelle estime on le tenait et s'obstinait à distribuer sourires et bonjours par-ci par-là. Seul celui qui a vécu entre les quatre murs d'une petite communauté connaît sa méchanceté et sa peur de l'étranger. Donc ça, c'est Traversée de la mangrove de Maryse Condé. Donc, vous voyez, c'est une écriture qui est plus classique, mais qui est assez puissante.
Raphaël Confiant, La lessive du diable. Alors le livre est de 1979. Si je l'ai choisi, c'est pas nécessairement le plus remarquable des livres de Raphaël Confiant, mais c'est son deuxième, et il a été écrit en créole, intégralement en créole. Et ça, c'est la traduction qu'il en a faite lui-même plus de 15 ans plus tard, au moment où il s'est mis à écrire en français, en traduisant ses premiers écrits, puis en commençant à écrire également en français, tout en gardant une langue très créole. La lessive du diable, c'est un très court roman qui prend place à un moment assez particulier de l'histoire de la Martinique, qui est la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'époque où le gouvernement de Vichy donc, dominait les Antilles. L'amiral Robert, désolé, ça arrive, donc était le haut commissaire en charge des Antilles françaises, enfin de l'Atlantique français, et était complètement rangé du côté de Vichy, menait la chasse aux gaullistes de façon absolument redoutable. Et ce roman, en fait, démarre avec un jeune, donc noir, qui est bien entendu travaille comme ouvrier sur une plantation, et qui, suite à un ensemble de vexations, et puis du fait qu'un contremaître Becquet donc, tourne de façon plus que exagérée en fait, autour de sa sœur, finit par se prendre la tête avec lui et le tuer. Et prend donc le maquis en Martinique. Et donc voilà un petit moment, le roman est autour de tout ça. Pays dépourvu de forêt digne de ce nom, pays dépourvu du moindre lieu que le maître ne connaisse pas ou se volatiliser en cas de malheur. Si par exemple des rapaces surgis de derrière le miton de la mer sur leur vaisseau de guerre venaient y semer la terreur, tant pis pour les merles qui se laissent toucher par les plombs du fusil, avons-nous coutume de dire. À parcelles de terre dont on a fait moult fois l'inventaire, dont on a même dompté la savane des pétrifications, dont on a estampillé chacune des criques, pays de malédiction, où partout que l'on soit, l'homme doit faire face à l'agaçant complot que la mer ourdit dans son dos, coincé qu'il est contre les falaises couvertes de résignés bords de mer. Et il y va du pays comme il en va de ses habitants. Ces derniers, marqués au fer rouge dès le premier jour, afin que le maître puisse s'y reconnaître dans son bétail, enregistré sur le livre d'approvisionnement entre les barriques de viande de cochon salé et les rouleaux de toile des Indes. Ah! Il ou toute fuite est déjà perdu d'avance parce que nul lieu n'y est vierge. En ces temps-là, on obtenait des nouvelles fraîches de la bouche des veilleurs de mort. Pendant le jour, la parole était enfermée à la geôle, parce que les miliciens et leurs sbires rodaillaient. Ils avaient lancé tel avertissement aux gens. Si vous continuez à vous montrer rétifs, les Américains vont débarquer, et là vous saurez ce qu'est vraiment un raciste. Vous avez déjà entendu les noms de ces pays que sont le Mississippi ou l'Alabama? Ce sont des pays américains, et on y pend les nègres par les couilles, par pur plaisir. Ensuite, on brûle leurs cadavres comme des chiens qui ont crevé au bord de la route. Les miliciens avaient beau semer leurs belles paroles, nous ne savions qu'une seule et unique chose, les nouvelles de Mano, c'est le jeune qui s'est enfui, étaient toujours fraîches à nos oreilles. Nous n'étions pas peu fiers d'apprendre qu'il poursuivait sa course, qu'il battait la campagne, du Morne des Aises jusqu'à Grand-Rivière, faisant ainsi languir les nervis de l'amiral Robert. Tout le monde, Édouard Glissant, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est un terrible oubli parce que même s'il n'a pas écrit le manifeste, donc l'éloge de la créolité avec Bernabé, Chamoiseau et Confiant, c'est probablement l'écrivain qui l'incarne le plus, c'est le grand complice de Confiant et de Chamoiseau. C'est un écrivain qui est peut-être le plus reconnu dans le monde entier au plan nombre de traductions, statut universitaire, notamment dans l'univers anglophone. Donc Édouard Glissant a vraiment une énorme reconnaissance. Et Tout le monde, qui est quand même un gros roman, faut être honnête, c'est le plus gros ce que je présente ce soir. C'est 600 pages en poche. Son nom indique un peu c'est rien moins que la mise en démonstration à travers un roman de ce qui est dit dans l'éloge de la créolité sous forme de manifeste. Donc c'est un roman qui est tout ce qu'il y a de plus antillais, c'est truffé d'expressions créoles, beaucoup des personnages sont des Antillais, mais ça se passe aussi bien en Italie qu'aux États-Unis, qu'au Venezuela, ça se passe dans le monde entier, les personnages sont tout, et pourtant c'est extrêmement serré, c'est un roman d'une écriture magnifique, mais qui est complexe, il faut être honnête. Faut suivre, faut s'accrocher, faut pas se laisser désarçonner, comme ça arrive souvent dans ce type de roman-là, à part les 200 premières pages, parce que là ça foisonne un peu dans tous les sens, on se demande un peu où ça va, puis un peu évidemment ça se met à converger, mais c'est un roman vraiment magnifique, donc je vais en lire un petit extrait. Comment engouffrer tout un pays dans une cale en une seule nuit? Tout un pays sauf un corps fantôme que vous repoussez, Valérie, Valérie.
C'était blême dans cette cale, avec un goût de chose grise qui suffoquait. Taël emplit soigneusement la cale pour étouffer le goût. Il l'emplit de tout ce qui avait été connu de lui, et de tout ce qui le serait du matin et du soir, de hier et de demain, de la couleur de l'eau et de la couleur enfouie des fours à charbon. De tous ceux qui avaient entassé leur corps dans la miséricorde passée, ou qui les délaceraient dans la fatalité à venir. Et Taël pressentait, et en avait des crispements amers, que Mathieu Béluse raconterait leurs histoires dans ses livres sans retenue. Mais il ne supposait pas que Mathieu ne serait pas le seul à ainsi risquer le trouble et l'obscur du monde dans les bonheurs et les malheurs de celui-ci qu'il quittait à cette heure. Il ne savait pas que nous sommes combien à fouiller dans cette roche. Tous ceux qui avaient donc poussé le cri, et le pousseraient encore, dans cet avenir plus connu que tous les passés troubles, il les fit descendre dans cet abîme. Gland Médélus Silacier, vagabondant après un job. Monsieur Pérel, qui sans un mot qui se forme dans sa tête commençait d'étrangler sa femme. Épiphane, 8 ans, fils d'Érasier, les yeux blancs de maladie, qui avait retrouvé sans le savoir la trace de l'enfant Gand. Cet enfant Gand lui-même, comme un tronc consacré, un assistant d'un dieu méconnu, dont personne ne voudrait croire qu'il avait réellement vécu. Artémise, râlant sous les corps de ses clients. Et Mariani, au contraire, plus raide qu'une plaque à manioc. Longuet, qui distribuait les destinées sans pouvoir accorder à qui que ce soit sa croyance. Le vieux Laroche, qui n'en finissait pas de moquer Sanglis, son voisin et ennemi. Ses béquets sont insondables. Anne Béluse, sous les 3 ébéniers, glacés dans cette pluie, qui regardait couler l'eau de pluie rouge hors de la gorge ébréchée, ou peut-être de la poitrine de Liberté Longuet. Et vous ne savez plus où se trouvent ces ébéniers, ni si ce sont. Et ces géreurs fous, Mao qui avait marronné comme un nègre des bois, et Garin qui avait cherché partout pourquoi ils s'entêtaient tellement à rentrer l'arrogance de ces mêmes nègres-là dans leurs gueules grandes ouvertes. Ces 3-là, sans un nom, qui tombaient sous toutes sortes de balles de gendarmes à toutes sortes de grèves dans les champs de canne ou de bananes, et qui toujours se relevaient. Monsieur Lanec, tétanisé, en pleine cure de silence. L'abbé Manuel, missionnaire envoyé du Canada, qui criait aux petits vagabonds égarés chez les acolytes « Va-t'en chez vous !» La procession de la Vierge du Bon Retour, précédée de cette gueule fleurie qui débordait du trésor, jeté là par les croyants, bijoux d'or, gros billets chiffonnés, chandeliers d'argent, sans compter la piésaille, les 5 sous troués, les plats en étain, les colliers toc-toc. Monsieur Mesdames, qui était bien aveugle et qui vivait seul dans sa case sans électricité, tout en haut de morne déterrée, et à qui un colporteur syrien avait bel et bien vendu une télévision et une fontaine lumineuse. Toute la confrérie des ceux-là, si loin avant dans le temps, Augustus, Ozonzo, Pythagore, qui avait si longtemps crié « Odono, Odono !» mais il ne pouvait pas dire qui c'était. Sina Chimène, qui avait pointé sa pipe de terre dans toutes les directions du vent, mais qui n'avait pas fait baisser les yeux de sa fille Marie-Cela. Apocal, n'essayez pas de savoir qui c'est, il y avait Apocal le fou, qui avait fouillé un four de boulangerie, et il y a celui-là d'aujourd'hui qui garde la connaissance, nous ne sommes rien que 2 ou 3 à connaître son nom. N'essayez pas de savoir qui c'est, vous allez vous perdre dans le mystère. C'est un petit exemple. Les tons sont assez différents, en fait, suivant les différents moments dans tout le monde. Les 9 consciences du mal fini, Patrick Chamoiseau, donc Patrick Chamoiseau qui pourrait être le plus connu, donc on l'a reçu l'année dernière chez Carib, donc on avait parlé d'Empreinte à Crusoe, son dernier, donc une formidable réécriture à la fois du Robinson Crusoe original de Daniel Defoe et du Vendredi ou les Lames du Pacifique de Michel Tournier, réécrit donc d'un point de vue caraïbe, disons. Et Patrick Chamoiseau, en fait, donc il a écrit un certain nombre de romans. J'en ai choisi un qui est de 2009, qui est assez différent en fait de ses autres romans, qui est en forme de fable, enfin beaucoup plus que tous ses autres écrits, donc avec de la métaphore à l'extrême. Et c'est une fable très curieuse puisque c'est raconté par un rapace, donc qui s'appelle un Malfini, un grand rapace, qui cherchait un endroit pour se poser, pour s'installer, et puis qui tombe sur un petit bout de pays. Et ce rapace dominateur, ultra sûr de lui, qui ne connaît les humains que comme les nocifs, mais qui règne, enfin s'il le souhaite en tout cas sur le monde animal, va rencontrer dans le roman, donc, puisque c'est bien un roman, des colibris, donc des tout petits oiseaux extrêmement dynamiques. Et de la rencontre entre ce Malfini et les colibris va naître en fait une sorte de prise de conscience écologique notamment, assez étonnante. Donc c'est une fable écologique, mais qui est magnifique et qui est particulièrement puissante. Donc je vous en lis un bref extrait vers le début, en fait, quand le Malfini arrive. Parce que c'est en 3 moments, donc découverte. C'était au temps de ma splendeur barbare. Je provenais de loin, me laissant transporter par ces vents de nulle part qui rabotent les îles de la mer Caraïbe, et j'allais je ne sais où, cherchant un territoire propice à l'apaisement des songes. Je n'espérais plus rien de ma vie, sinon la paix et le repos, et un peu de silence. Sans avoir atteint l'âge des ruminations sourdes, j'avais quitté depuis longtemps celui des impatiences. Je me croyais heureux, au fait d'une plénitude, avec comme ultime ambition l'envie de me vautrer au fond de ce bonheur. Rien à prouver,
ni à moi-même ni à quiconque, terrible et tout-puissant, je n'éprouvais même plus la vanité de l'être. Je volais, je survolais des îles, je traversais des paysages. Mon regard ne cherchait rien, mais il balayait tout. Et puis soudain, je découvris ce que j'attendais au plus secret de mon esprit. Passant une haute montagne, traversant de fines brumes, mon attention fut attirée par un coin de verdure que les nocifs semblaient avoir quelque peu épargné. Je fis des élevés de grands arbres, des ravines murmurant leur mystère sous des flancs de python, un dégagement des environs jusqu'au cercle des mers. J'entendis la plainte aigre des bambous sous le labour des vents. Je vis des cascades de soleil transformer la rosée en des perles fascinantes. Je vis des plantes ouvrir d'ardentes vitalités dans des concentrations d'ombre, d'eau fraîche et de lumière. Je perçus les chaleurs et les sons d'un grouillement d'existence, un inépuisable paradis pour la chasse. Alors, ralentissant mon vol, prenant de la hauteur pour mieux comprendre à quoi j'avais affaire, j'examinais cette découverte quelque peu improbable. Au bout de quelques rondes, au-dessus de ce lieu inconnu, j'ouvris les ailes dans une spirale venteuse, claquai du bec et frissonnai des cerfs sous l'onde d'une allégresse. J'éprouvais la certitude inexplicable d'être arrivé chez moi. S'il fallait radoter à l'instar des nocifs, qui pensent encore que le monde peut jaisir dans leurs mots, j'aurais pu préciser que ce lieu s'appelait Rabuchon, chemin Moubin, section de Saint-Joseph. On va passer à 2 haïtiens et on a presque fini. Donc Lionel Trouillot, donc un écrivain haïtien. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il est un peu dans les inclassables. C'est quelqu'un qui regarde de très près tout ce que font en fait ses collègues des Antilles françaises, mais qui a développé une écriture vraiment très personnelle, assez différente des autres, qui recourt beaucoup moins en fait à la créolité, même si elle est sous-jacente en permanence. Thérèse en 1000 morceaux, c'est un de ses tout premiers romans, c'est de 2000, il est jeune, Lionel Trouillot, et c'est en fait une histoire assez étonnante, enfin c'est dit dès le début, hein, donc je ne dévoile pas, après c'est la façon dont c'est fait. C'est une femme en fait qui a toujours été une femme respectable, mais une jeune femme, hein, mais qui n'a pas vraiment vécu sa vie, hein, qui a accepté la vie qui avait été choisie par sa mère, par là où elle est, et qui tout à coup est prise de schizophrénie, mais de schizophrénie agressive, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième Thérèse qui se met à exister et qui fait les pires conneries la nuit, hein, comme dans la chanson, des trucs sexuels, enfin des trucs vraiment graves, quoi. Et évidemment, ça bouge de narratrice suivant quelle est la Thérèse qui s'exprime, suivant les moments. Donc Thérèse est effectivement en 1000 morceaux, elle éclate en 2, mais c'est en plus que ça. Et on se demande bien comment tout ça va déboucher, hein, in fine. En fait, je triche parce que la première page du livre vous dit comment ça va vous déboucher, mais j'ai pas envie de vous le dire. Voilà. Enfin, c'est pas une immense surprise, en vrai. Aujourd'hui, je ferme seul la porte. Certains soirs, je la ferme 2 fois. La première à l'heure habituelle, la deuxième après que Jean est rentré du travail. Jean, c'est son mari. Malgré ses promesses de ne plus voir ses maîtresses, il rentre de plus en plus tard. Il jure que c'est son travail qui le retient et que la rupture est définitive avec Anna, la seule qui est comptée, s'il faut croire, c'est son début de confession. Mais je n'ai pas voulu qu'il s'installe dans les confidences. Les seules choses au fond desquelles je veux aller se passent à l'intérieur de moi. Je préfère encore qu'il me parle de son travail, qu'il me dise des choses du genre « le maire ne sait plus que faire, ces messieurs de la capitale ont reconduit le même budget, et les besoins augmentent. J'apprends ainsi que la ville est bien 20 fois plus grande que je ne l'ai imaginé. Je me suis trompé sur ces dimensions, en la réduisant à une cathédrale et 2 chapelles, l'école des bonnes sœurs et celle des frères, ce qui reste de l'aristocratie créole, créée par le grand roi Christophe, ma famille et nos voisins immédiats. Ma sœur et son mari, moi-même et mon mari, Madame Garnier et les jumeaux. L'autre Thérèse en connaît les contours. Elle erre dans les rues et veut que je la suive. Maintenant je l'entends, souvent elle parle à mon oreille. Ou elle parle de moi à la 3e personne. Ses pensées sont profondes et folles en même temps. Elle fait des commentaires sur tout et m'attire en son piège. « Viens, Thérèse, dit-elle, viens voir les choses dans la nuit. Le jour montre, la nuit suggère. Le jour n'est que mathématique, une œuvre de peinture réaliste banale en son exactitude. La nuit défait les lignes et ouvre les espaces. Viens, Thérèse, dit-elle. Il y a d'autres musiques, des chemins qui t'attendent. Non, Thérèse, tu es folle, Jean va bientôt rentrer. Que dira-t-il quand il saura? Sa voix augmente de volume, sa voix me prend la main et dirige mon pas. Viens, Thérèse, dit-elle. Non, Thérèse, tu es folle, et puis il conviendrait que je change de robe, ce n'est pas une tenue pour marcher dans les rues. Elle rit de mes hésitations. Tu es belle comme tu es, ça te donne un air de jeunesse. Viens, Thérèse. Non, Thérèse. Thérèse tiraillait sur le pas de la porte. J'avance, je recule, Thérèse avançant dans la nuit, étrangère et en son royaume. Alors, une jeune écrivaine haïtienne, Kelky Mars. Alors, Kelky Mars, bon, c'est assez spécial. Son roman précédent s'appelait Saison sauvage. Il est disponible en folio.
Ça se passe, Saison sauvage, ça se passe au début du valliérisme, donc quand le duvalliérisme s'installe. On sent bien que ça va pas être rigolo, mais on n'en est pas encore complètement sûr. Donc dans ces phases d'installation des dictatures, toujours un peu troubles, où il y a encore des gens pour croire que non, tout va pas être aussi catastrophique que ce qui va en fait se passer. Et Saison sauvage, c'est assez brutal, puisque c'est une femme dont le mari est un opposant, enfin qui se fait enlever, mais qui disparaît en pleine rue un beau matin, en 1961, et puis qui va quand même aller demander au ministre de la Sécurité s'il ne pourrait pas faire quelque chose pour son mari. C'est une très belle femme, et le ministre de la Sécurité en fait sa maîtresse, s'occupe pas vraiment de son mari, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, mais truc. Et je vous en dis pas plus, parce que ça c'est Saison sauvage, mais dites-vous qu'à partir de ces prémices-là, ce que vous pouvez imaginer de pire dans le déroulement, ça aura lieu et bien au-delà. C'est terrible. Et ce qui est marrant, si j'ose dire, avec Kathleen Mars, c'est qu'elle fait ça sans aucun effet de manche. Elle a une écriture qui est simple, il n'y a pas de roulement de tambour pour dire « attention, l'horreur arrive ». Non, c'est... les gens parlent, ils parlent normalement, ils parlent comme vous et moi, tout. Donc là, aux Frontières de la Soif, c'est très différent, ça se passe pas du tout sous le valliérisme, ça se passe en ce moment, presque, on pourrait dire. C'est un écrivain, haïtien, célèbre, qui a réussi un superbe roman encensé dans le monde entier, et puis qui n'arrive pas à écrire son deuxième, ça fait un moment qu'il rame, il sait plus quoi faire. Et il a divorcé, il est en train de quitter sa deuxième, non pas femme, mais donc sa maîtresse. Puis il y a une japonaise, une journaliste avec qui il a discuté sur Internet, qui doit arriver bientôt à Haïti. Tout ça. Et en fait, il a un terrible secret. C'est qu'il visite en fait depuis quelques temps, depuis 6 semaines, la nuit, les camps de réfugiés en fait post-séisme, donc ces espèces de zones complètement folles qu'il y a à Haïti, pour aller se taper des fillettes. Et il explique un peu pourquoi ça l'a pris, comment ça se passe, comment il va s'arrêter bien sûr dès la prochaine. Puis il y a une espèce de glissement qui fait. Je ne vais pas vous lire un de ces passages-là quand même. Je vous laisserai le faire. Je dirai un passage un peu plus neutre. Mais alors contrairement, voilà. Donc, et ça on le sait dès le début. Donc là encore, je ne vous trahis pas un secret de construction de livre. C'est pas ça l'objet du livre. L'objet du livre, c'est cette face complètement horrible en fait d'Haïti, et de l'Haïti contemporain. Et la deuxième, c'est effectivement comment un type va être pris de pulsion, mais complètement de malade, et comment il gère en fait ça. Il croit le gérer d'une façon qui fait peur, tellement il est capable de le rationaliser. Et puis comment en fait, peut-être, il y a une rédemption à la fin, et en fait, c'est pas aussi atroce que ce qu'on croit. Enfin, même si ça l'a été. Hein. Donc, je vous ai un passage qui n'a rien à voir avec ça. Mais je voulais vous le dire quand même par honnêteté, que après, quand vous prenez le livre, vous ne disiez pas, oh, putain, on m'avait pas dit que c'était atroce comme ça. Non, mais il n'y a pas de scène graphique, hein, je vous rassure. Enfin, c'est pas un roman pornographique, hein, du tout. Dans la voiture, les 3 hommes échangèrent un bref salut. Au bout d'environ 1 kilomètre, l'oncle dit « Ralentis, vire là, patron !» Fito prit un chemin pierreux sur la droite. Il fallait d'abord longer Corail, le camp des sinistrés aux rangées ordonnées de tentes plantées par les soldats étrangers. Canaan, plus haut, couvrait dans la plus parfaite anarchie une coulée de mornes nues dominant la route du nord et rejoignant sur l'autre versant, en direction nationale numéro 3, les contreforts du Morne-à-Cabri. Une terre de tuf, ingrate et chaude. Quelques rares touffes de Nîmes et de cactus, auxquels les déplacés avaient arraché des carrés d'emplacement. Canaan, un mélange de femmes, d'enfants, d'hommes, de rires et de pleurs, de faim et de soif. Une agglomération chaotique de carrés en contreplaqué et de maisons bâches, à dominante bleue, étampées de signes internationaux, qui avaient grandi comme un immense champignon rampant vite d'un morne à l'autre, les recouvrant d'une maille de vie déplacée. Au-delà du chaos apparent, une organisation subtile régissait l'endroit. Il y avait déjà Canaan 1 et Canaan 2, et au rythme de l'avancée humaine, d'autres Canaan continueraient de s'étendre dans les creux assoiffés de la terre. Quelques maisons en dur poussaient ça et là, fixant le lieu dans sa topographie de bidonville officielle en devenir. Et la poussière partout, dans les cheveux, les yeux, les mains, l'arrêt des fesses, les jambes, incrustées au plus intime des vies. Un endroit sec et seul. Canaan envahi et proclamé terre promise dès le lendemain du séisme par quelques centaines de sinistrés de la zone. 1 an plus tard, et selon des statistiques peu fiables, ils étaient 80 000. Une ONG cherchait de l'eau et promettait l'installation d'un système d'adduction qu'on attendait depuis plusieurs mois. Entre-temps, il fallait acheter le précieux liquide. Au début, quelques camions-citernes commandités par des organisations caritatives venaient déverser leurs réservoirs dans les seaux et les drums du peuple. Une lutte s'engageait alors, où les plus forts gagnaient la plupart du temps, une eau qui ensuite était découpée comme des petites pièces de lard et revendue au prix fort. À Canaan, tout avait un prix. L'emplacement de terres spoliées, l'eau rarissime, la quincaillerie, les soins de beauté, le pain, l'internet, l'improbable sécurité, la marijuana et les boules de crack,
le sexe sous toutes ses formes. Le chemin s'arrêta devant un bouquet de baillarondés, il fallait continuer à pied. Fito lança sa cigarette qui tomba dans une grappe d'étincelles, il mit ses clés dans sa poche, dans la poche droite de son pantalon. Il sentit ses semelles en caoutchouc mordre les cailloux du sentier. Une brise forte et douce soufflait, ouvrant le ciel. Les Cananéens désertaient le camp aux heures du soleil. Impossible de rester une heure sous une tente sans mourir de chaleur ou entrer dans une sorte de coma de la soif. Où allaient-ils? Certains avaient un boulot régulier dans les rares usines de vaseux, d'autres vendaient toutes sortes de petits trucs à bon repos, à Damiens, vers l'aéroport Toussaint-Louverture ou jusqu'à Port-au-Prince, d'autres encore traficotaient des substances défendues. Mais les autres, les vieux, les enfants, dans quel silence déshydraté traversaient-ils le jour? Vito se le demandait parfois, mais il n'avait jamais eu le courage de poser la question à un habitant du camp. Quand tombait la nuit et qu'une brise fraîche montait de la mer, l'espace renaissait. Canaan semblait vivre doucement quelques dizaines de mètres plus haut. Dans la solitude des mornes, déjà, des éclats de voix et de musique lui parvenaient. La montée était raide, Fito haletait un peu. Des lampes à kérosène et des bougies éclairaient certaines des tentes, de loin on croyait les voir brûler. Des petites génératrices ronflaient en de rares endroits pour faire marcher les affaires, le petit commerce honnête ou malhonnête. La lumière autour de ces points attirait les Cananéens. Derrière la transparence des bâches, chaque abri survivait dans des conditions extrêmes. Celui-là est plus riant si on veut, hein, parce que c'est vraiment de la farce. Mais c'est de la farce assez tragique. Hein. Malgré tout, c'est Reinaldo Arenas, donc, qui était un Cubain qui a vécu exilé la majeure partie de sa vie. Donc, alors pour des raisons pas politiques, mais en réalité parce qu'il était homosexuel et que l'homosexualité étant sévèrement réprimée par le castrisme, il avait été contraint donc à l'exil. Et il est mort de façon assez miséreuse en fait du sida à New York. Et ça, c'est le dernier roman de sa pentalogie. Pentalogie qu'il appelait lui-même les 5 agonies. Donc voilà, ça va peut-être pas être riant. Heureusement après, on finira sur une touche un peu plus gaie. Donc ça, c'est pas très riant. On est dans la mise en scène du totalitarisme cubain, mais sous une forme totalement carnavalesque, démesurée. Hein, ça raconte en fait l'histoire d'un type de la police politique en fait, hein, mais au bout d'un moment on se dit, parler de police politique ce serait encore gentil parce qu'on est dans la folie complète. Enfin, donc c'est un policier politique qui a été pris d'une volonté absolue de se débarrasser de sa mère qui l'oppresse depuis qu'il est tout petit, et donc il cherche désespérément de camp de rassemblement en prison politique sa mère pour la tuer. Et il a au fur et à mesure qu'il fait son job, de mieux en mieux, donc en abattant de plus en plus d'opposants, il croit en pouvoir, donc les portes s'ouvrent de plus en plus pour lui, et il peut avoir une chance de réussir sa mission. Donc c'est un petit côté jeu vidéo en fait, hein, raconté comme ça, je m'en aperçois. Et d'ailleurs, voilà, je vais vous lire un très bref extrait, mais ça a un côté jeu vidéo en effet. Vous allez voir. Le Ihan trépignant s'arrête devant l'esplanade de la patrie. Des bruits de crécelles ordonnent à la masse parlante de se situer dans l'espace autorisé. On ordonne à ceux qui portent les brimborions flambant neufs et la statue du réprimeurissime de se situer dans le périmètre officiel. Celui qui fait du boucan le fait, le troupeau qui va être massacré est placé dans le périmètre assigné. Quand il passe devant moi, j'en profite pour me faire valoir en filant de grands coups de pied à la tête du plus proche. Je sais bien que quelqu'un que je ne vois pas a pris ce fait en considération. La masse vociférante tente de m'imiter, mais les agents de la contre-chuchotation s'interposent. Il hurle, celui qui fait du bruit. Déjà, l'ennemi est situé à genoux et de dos, pour recevoir la juste évaluation populaire. Il crie, l'officier hurleur. Ainsi, un par un, un coup de massue, on les situe. L'un d'eux, une femme, au moment de s'agenouiller pour se faire appliquer le paramètre justicier, fait un faux mouvement, dirait-on, et donne un coup de pied à la bête de devant. Une autre, un homme, rue contre la poitrine de celle qui l'a piétinée. Il s'enfuit à force de morsures et de coups de pied, un combat aussi bref que violent entre les victimes qui vont être purifiées. La troupe active de la contre-chuchotation les sépare et on les pacifie à coups de multigriffes. On sort le document pour le lire près de la statue colossale du réprimeur. Par conséquent, subséquemment, concomitant, reconcomitant, préconcomitant, reconcomitant, vu que, en ultra-reconcomitant rapport à l'appendice, à l'épigraphe et au post-folio de l'inculpé, nous reconcomitons ce qui reconcrimine et jugeons crime monstrueux, peine démocratico-capitale par élimination totale. Inculpation, ennemi du peuple, ennemi de son guide infinitésimal et 1, circonstance atténuante, la félicité d'être exécuté par la masse glorieuse représentée tout d'abord par les agents directs de la contre-chuchotation. Ensuite par la masse glorifiée elle-même. Au terme des réquisitoires, le caquetage ou tambourinage, bref, allez vous faire enculer, cesse. L'affaire, comme toujours, est un peu assommante et traîne en longueur. À l'aide d'un piquet, on mesure les coups de piquet qu'il faut toujours asséner sur la nuque. La première opération la plus intéressante est la menace piquetière. Celui qui officie comme piqueteur, je l'ai été bien souvent, soulève son piquet, prend son élan et d'un geste très menaçant l'abat furieusement comme s'il allait étriper le crâne du condamné. Mais juste à l'instant où la massue va se fracasser sur son cerveau, il stoppe net et ne cogne pas.
Cet acte, précédé d'un hurlement féroce du picteur, se renouvelle à 3 reprises. Il s'agit naturellement du coup de piquet symbolique, que l'on assène pour l'exemple. Pendant ces 3 coups de piquet symboliques, ça vaut le coup de dévisager la victime sur le point d'être exécutée. Il faut voir, et c'est là le seul intérêt de la cérémonie, les yeux et la bouche, les grimaces de cette figure quand le pieu descend en sifflant et stoppe net en lui effleurant le cerveau. Oui, c'est intéressant car la victime, comme elle s'attend au coup infaillible et ne le reçoit pas, ne peut effacer l'impression qu'elle est en train de le recevoir. Et elle a tout son temps, ne l'ayant pas reçu, pour exprimer sa stupeur, sa terreur et sa douleur. C'est dans ce but, et sur l'ordre exprès du réprimeurissime qui en a eu l'idée, que l'on accorde ces 3 coups symboliques, afin que tous puissent observer l'expression horrifiée de celui qui attend. Au 4e coup, le seul véritable, il n'y a plus d'expression horrifiée, le piquet, massue, croc, multicroc, boulon ou tringle, bref, allez au diable, sans s'arrêter, se fracasse sur le crâne. L'impact est si énorme que la victime n'a pas le temps d'exprimer sa douleur. Sans faire ni une ni deux, dans un trépignement minime, elle crève. L'expression de douleur, il faut donc l'observer lors des 3 coups symboliques. Là, c'est joyeux quand même. C'est une certaine vision du totalitarisme. Voilà. Et donc le dernier, c'est complètement autre chose. Là, c'est pour finir sur une note enjouée, avant qu'heureusement la musique de Julien vienne nous rasséréner un peu après cette excursion dans la zone la moins drôle de la littérature des Antilles, parce que voilà, comme on disait, les Antilles, c'est pas seulement des fleurs, des fruits, il y a aussi des choses un peu difficiles. Derek Walcott, c'est quelqu'un d'assez particulier, puisqu'il vient de Sainte-Lucie. Donc Sainte-Lucie qui est collée entre entre la Martinique et Saint-Vincent et les Grenadines. Sainte-Lucie, donc, qui a cette particularité d'être anglophone, mais d'avoir été occupée par les Français en fait jusqu'en 1814. Donc on y parle le créole français et l'anglais. Donc ça fait ensuite, si on mélange ça littérairement, un cocktail assez particulier que Dorothy Walcott maîtrise particulièrement. Alors j'avais commencé avec un poète et je vais finir avec un poète. Dorothy Walcott est principalement un poète, il a fait un peu de théâtre aussi, et il a écrit 2 romans, dont celui-ci, mais en fait ces romans sont en vers, donc à la fin c'est quand même de la poésie. L'autre roman n'est pas traduit pour l'instant en français, j'espère que ça va venir, s'appelle Homéros. C'est une réécriture de l'Odyssée en fait, dans toute la zone caraïbe. Le héros étant un pêcheur en fait, et non pas un grand guerrier, mais un simple pêcheur. Mais ça se passe pas au Moyen-Âge, hein, ça se passe aujourd'hui, donc c'est pas un bateau à voile, c'est un petit caboteur avec son moteur diesel. Puis il se passe plein de choses dans toute la zone, ça va jusqu'en Floride. C'est énorme, et c'est tout écrit en vers, en tercet italien. C'est assez extraordinaire. Mais c'est pas traduit, je n'allais pas lire en anglais, faut quand même pas exagérer. Donc là, ça c'est autre chose, c'est un autre roman, c'est en fait son autobiographie qu'il a écrit à 44 ans, alors qu'il en a aujourd'hui près de 90. Donc il a écrit jeune une première autobiographie, il n'en a pas écrit d'autres depuis, mais qui résumait un peu toute sa jeunesse. Hein, et sous une forme déjà qui annonce peut-être un peu Homéros, mais qui mélange sa mythologie personnelle, celle qu'il s'est créée au fil des années, des personnages réels de sa biographie, et puis ce que sont finalement tout son environnement de jeunesse et de début d'âge adulte à Sainte-Lucie. Donc je prends un passage qui est peut-être un petit peu long. Je suis désolé, j'avais complètement raté sur le temps là, par rapport à d'autres fois. Ajax, étalon couleur de lion de l'écurie de Sillet, cheval de trait dans la journée, pur sang les jours de course. Une fois lent, ploie son coup de foudre et renifle au-dessus des relents de détritus l'odeur de la bataille, les clameurs. Ah ah, fait-il parmi les épluchures. Animal avili, crevant d'ennui, son crottin s'empanachant, il rassemble la foudre de ses flancs et traîne son char jusqu'à la rue voisine, où Bertilia, la commère infirme, grosse grenouille, regagne, bosse sur le dos de son fils, sa paillasse, son perchoir de la journée. Cassandre, dont se perd la psalmodie, son fils Pierre transporte les excréments dans des seaux. Elle les prône comme un cavalier, Adada, Adada sur mon cheval. Quand il parle de sa croix, il semble content. Il fait l'admiration de tous, un fils modèle. Choiseul, chauffeur bourru du garage Clausel, ferme avec fracas la porte de Troyes. Elle pivote sur un cri, celui rouillé de son épouse du roi coutumier. Main aussi dure qu'un manche de manivelle, il est obséquieux, épris des moteurs. On peut les remonter. Devant les complications humaines, ses mains calleuses sont gauches, puis fermer les yeux et penser à la douleur d'Homère. Darnley, peau mouchetée comme feuille de manguier, sans les doigts du soleil, presser ses paupières. Son demi-frère Russell le guide par la main. À sa vue, je m'exerce à la cécité. Homère et Milton dans leur tour de hibou aveugle. Je lui envie son grand malheur. Le soleil le blanchit ainsi qu'un négatif. Emmanuel, Auguste, prenant le large, solitaire Odysseus, ancien marin tatoué de la marine marchande, avance dans le rose de l'aube au rythme des rames, rieuses qui pondent en pentamètre, et déclame les yeux plissés, tandis que les pales coupent la soie. Ah, lune, flexion, un coup.
Qui fait ma joie, flexion, un coup. Et toujours brille la lune au ciel, flexion, un coup, toujours se lèvera. Défiant devant la ville de Troie, ces rames qu'il loue, se rappelant quelle mer, quel rivage en flammes. Phara et Rollins, temple à façade vitrée, dévasté, mais ceint de colonnes ioniques, devant quoi minaudant, Gag, le travesti de la ville, chéri de la bonne, fait du lèche-vitrine, tortillant son sac en plastique, avant son aller-retour de factotum à la Barbade, le plus grec de tous, l'amour qui n'a pas de nom, et Hélène. Janie, la seule prostituée de la ville, a teint clair, 2 enfants d'un blond et tout à sa remorque, elle ne couche qu'avec des marins, sa noire chevelure électrique, comme tous ses malheurs à propos de Troie. Tanguant de toute sa membrure, elle laisse un vide pulpeux et palpitant. Oh, promets-moi, tandis que dans la houle de son satin, suivent les cris. Itin, tin, de Philomène, l'idiote à cervelle d'oiseau, yeux rasant comme l'hirondelle de mer depuis son viol, dans sa langue impossible, elle laisse contre la luxure sa muette malédiction. Joumar, le voleur de volailles d'un pas de jeune coq, rentre chez lui tel Jason, dans son manteau qui flotte, une pintade étourdie par la fumée, sa toison d'or. Qui rit, pépille, un cœur de merle en surplis, assis sur les fils téléphoniques, ils apportent le jour à Ligier, assassin gracié, pris dans la fumée de sa pipe, Laocoon se débattant, qui apporte encore plus d'or à Midas, Monsieur Auguste Manoir, pillé du commerce et de l'église, levé afin de voir le soleil travailler pour lui, dorant les entrepôts du quai qui portent son nom. Nessus, surnommé Nom, maman, migraine, l'homme de ta peau de vache de mer, vêtu de toile à sac, prophétise un déluge de feu sur les tours de bois dorés des bureaux, ses ordures, sur Peter & Co. Qu'il voue au sort de Pompéi, sur les magasins J.Q. Charles, sur la bancale scabreuse ville de refuge, les baraquements de mes vieilles grand-mères, ou, sous-marin, le passeur Clodo, haut de plus de 2 mètres, long, déjà gandé comme un cigarillo défait, un jour qu'il demandait à voir en vain un capitaine, s'en quitte en s'inclinant avec une exquise politesse. Alors, par le diable, c'est qui votre capitaine? Un foutu microbe? La ville de Troie s'éveille dans sa tunique de feu, mais dans notre rue, oncle Éric est assis dans un coin à l'ombre, il marmonne l'œil chassieux, écrit ses lettres au monde, sa main cherchant un appui pour ne pas perdre pied. Vaughan, luttant contre sa soif, attend la nouvelle Jérusalem, le débit de Rome, tandis que Monsieur Wix, épicier noir en pantoufles, lunettes sarclées d'or, patauge sur un tapis de lumière ensoleillé, déroulé à ses pieds par l'ombre de haute maison vers sa boutique obscure, mue dans son hypnotique travée par une étoile. L'emblème impérial d'Africa United, de Garvey, pantoufles de feutre marmonnant en patois de la Barbade, et entrant dans sa boutique, se trouve drapé comme un ecclésiastique d'une chape d'odeur d'oignon, de poisson salé et d'ail, de morue de Terre-Neuve saupoudrée de sel qu'on hache sur un comptoir balafré, ou un demi-penny tordu montré Édouard VII, défenseur de la foi, empereur de l'Inde, à côté d'un penny de Lincoln, en Dieu nous mettons notre foi, et en un Dieu un par le Christ, pense Mr. Wicks, ouvrant sa Bible près des prunes de paradis, accoudé toujours à la fenêtre ouverte sur la Nouvelle Jérusalem, pour gens de couleur exclusivement. Merci, donc voilà, c'était quelques extraits donc, de ces... je suis désolé pour le temps que ça a pris, j'avais très mal calculé par rapport aux autres fois. Et donc heureusement, merci pour votre patience et on va pouvoir retrouver de la musique.